cet avant-dernier rendez-vous du Talent Economy Summit. Je suis Camille Léage, directrice de la communauté des freelances sur Malte et j'ai le plaisir d'animer cette conférence sur le sujet de la diversité. Comme vous le savez, on explore ici comment penser le futur du travail et il y a un aspect qu'on n'a pas encore exploré, c'est la part des femmes dans l'ensemble des travailleurs et travailleuses indépendantes qui ne cesse de croître. En d'autres termes, la part des femmes qui abandonnent des postes à responsabilité dans de grandes organisations, mais qui continuent à travailler pour ces entreprises dans des conditions qu'elles définissent elles-mêmes. L'étude Freelancing in Europe que Malte réalise tous les ans l'atteste. La part des femmes est passée de 30 à 35% au sein de la communauté française sur Malte entre 2016 et 2020. Et aujourd'hui, cette communauté regroupe 230 000 freelances. Dans les principales familles de métiers présentes sur Malte, toujours sur cette même période, 2016 à 2020, la part des femmes indépendantes a augmenté de 2,5% dans les métiers de la tech et de la data, de 7% dans les métiers chef de projet et coach agile, de 10% dans les métiers du product design et du graphisme. Elle a augmenté de 7% dans les métiers de l'image et du son, 10% dans les métiers de la communication. C'est resté constant dans les métiers du marketing et ça a augmenté de 5% dans les métiers du conseil financier ou commercial. Femmes et entrepreneuriat, s'agit-il d'une tendance et comment y répondre? Ces questions, on va les poser à deux expertes. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Laetitia Vito, autrice et conférencière sur le futur du travail, et Florence Cagassi, responsable du pôle diversité chez Sista. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. On va peut-être commencer par vos parcours pour expliquer votre participation à cette conférence. Alors, veuillez m'excuser, mesdames, je vais être très succincte. Laetitia, tu es l'auteur du livre Du labeur à l'ouvrage, l'artisanat et l'avenir du travail et de Faut-il avoir peur du numérique? Tu es aussi rédactrice en chef du média Recruiters de Welcome to the Jungle et tu viens de lancer le podcast Nouveau Départ, le média de la crise et de la transition. Florence, tu es directrice associée de l'agence d'Énergie Paris. Tu pilotes des missions de conseil pour les grands groupes et startups pour déployer et financer des innovations à fort potentiel. Tu as aussi rejoint le pôle diversité de Sista, le collectif qui réduit les inégalités de financement entre les femmes et les hommes entrepreneurs. Vous avez toutes les deux un dénominateur commun. Vous avez été travailleuse indépendante. Ma première question est, femmes et entrepreneuriat, pourquoi cette tendance monte? Est-ce que Florence, tu souhaites être la première à répondre à cette question? Merci beaucoup pour cette superbe intro. Effectivement, femmes et entrepreneuriat, c'est une tendance de fond. D'ailleurs, c'est ce qui anime Sista aujourd'hui, c'est de justement accompagner encore plus d'entrepreneuses vers ces aventures-là, puisqu'on n'est toujours pas assez, et Sista au travers de différents pôles. Donc, moi, je représente le pôle diversité aujourd'hui, et le pôle diversité, il a vraiment vocation à permettre à plus de femmes d'être présentes dans l'entrepreneuriat, mais plus globalement dans les métiers de la tech, parce qu'elles sont encore aujourd'hui très sous-représentées. Mais au-delà de ça, effectivement, d'accompagner les femmes à prendre ces initiatives-là, à avoir confiance en elles aussi, et puis également à faire changer la culture aussi des fonds d'investissement qui investissent aujourd'hui un peu moins dans les startups créées par des femmes, etc. Donc, c'est effectivement une tendance, en tout cas, c'est une tendance sur laquelle des femmes ont envie de s'inscrire parce que ça leur apporte, selon moi, un accomplissement personnel, une forme de liberté dans leur manière de gérer leur carrière qu'elles ont peut-être moins quand elles sont salariées. Et puis, c'est également une manière de prouver et de se libérer de certaines chaînes qu'on peut avoir dans le salariat. Ça se matérialise effectivement beaucoup dans le freelancing, puisque de plus en plus de femmes font ce choix à différents moments de leur vie, que ce soit en devenant mère parce que ça leur apporte une flexibilité qu'elles n'ont pas en tant que salariées, mais ça peut être aussi un choix qui arrive beaucoup plus tard dans la carrière. On croise des femmes qui deviennent freelance, je dirais, à 45-50 ans. Tu l'as expliqué en intro, mais c'est vrai que il y a aussi beaucoup de femmes qui lâchent des gros postes à responsabilité pour aller chercher cette liberté, cette valeur, cet impact aussi qu'elles souhaitent avoir. Laetitia, est-ce que tu souhaites rebondir sur ce que vient de... Alors Florence a déjà presque tout dit, mais effectivement, c'est une tendance très forte depuis au moins 2 voire 3 décennies. On observe des
voilà, des pourcentages qui montent très fort. Donc, il y a les chiffres de Malte concernent un certain type de freelance, mais en fait, dans d'autres types d'organisations, d'entreprises, je veux dire, les femmes deviennent de plus en plus nombreuses en tant qu'indépendantes, y compris, par exemple, parmi les professions libérales. Donc, les professions libérales, c'était longtemps un monde très, très masculin. Et le pourcentage de femmes, là, aujourd'hui, depuis 10 bonnes années, augmente de manière assez spectaculaire. Et les entreprises, les petites entreprises, y compris qui n'ont rien à voir avec le numérique, là aussi, on voit le nombre de femmes qui augmente. Au point qu'on se demande, voilà, pourquoi, comment ça se fait qu'il y ait voilà, tellement plus de femmes aujourd'hui qu'hier. Alors, il y a pas mal d'interprétations possibles. Florence on a mentionné quelques-unes. Il y en a une autre qui est que de se dire que finalement, c'est peut-être une nouvelle vague de féminisme, en quelque sorte, de se dire que puisque les entreprises traditionnelles et le contrat salarié traditionnel n'a pas évolué suffisamment, il y a de plus en plus de femmes qui souhaitent en sortir, s'en échapper pour créer un monde du travail à elles, qui s'émancipe des choses comme la culture du présentéisme, comme des jeux politiques qu'il faut toujours jouer pour gagner, pour monter dans la hiérarchie et gagner du pouvoir, que finalement on nous a dit pendant tant d'années qu'il fallait faire comme les hommes. Et ben, la prochaine étape, la nouvelle étape, c'est de dire eh ben non, on va faire comme des femmes et on va créer un autre monde du travail pour montrer qu'il est possible. Et ce monde du travail-là, en fait, il attire beaucoup d'hommes aussi. Et on voit que dans ces nouvelles manières de travailler, qu'il s'agisse évidemment du freelancing, qu'il s'agisse de toute forme de travail indépendant, mais aussi d'entreprises avec d'autres formes de gouvernance, des coopératives, des manières de travailler ensemble et de coopérer qui sont basées sur cette idée qu'on peut finalement être efficace et avoir de l'impact en se libérant complètement de cette culture du présentéisme. Et bien ça a le vent en poupe aujourd'hui. Et en temps de pandémie, peut-être encore plus qu'avant. Alors peut-être pour compléter encore ce que disait Florence à propos des femmes de 45-50 ans, je dirais qu'il y a une autre raison très forte, c'est que ces femmes qui ont eu des très belles carrières, parfois elles sont bloquées dans leur avancement. Parfois, elles en ont franchement marre aussi de ces jeux politiques qui font qu'on leur met des bâtons dans les roues. Et sortir du salariat, c'est parfois le seul moyen d'avoir une belle carrière et une belle vie professionnelle pour échapper à l'agisme qui est très très fort sur le monde du travail et qui frappe très durement des femmes de 45-50 ans, des femmes qui sont en fait du coup à l'âge médian par rapport à la population active et à qui on dit non, t'es un petit peu trop vieille pour moi, t'es un petit peu trop senior pour moi recruteur. Et donc le moyen de s'en sortir, c'est de dire c'est pas grave, je vais me mettre à mon compte, je vais vendre mes compétences, mon réseau, mon talent autrement. Et justement, pourquoi la direction des achats ou des ressources humaines doivent prendre en compte la question du freelancing sous l'angle du genre? Et j'ai même envie de rajouter de manière intersectionnelle, c'est-à-dire qu'en incluant dans ces questions de normes de genre, on inclut les différences d'âge, d'origine sociale, culturelle, ethnique, d'identité et d'orientation sexuelle. La question est pour Florence. Pour nous deux, je crois. Alors, c'est une question pas facile. Parce que politiquement, un peu incorrect, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, il est communément admis que normalement, il ne doit pas y avoir de discrimination positive ou négative, que ce soit dans le choix de ses freelances ou le choix des RH. Moi, la question, pour moi, elle se pose de manière plus globale, en fait, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la question dit bien, il y a quand même un lien entre les RH et les achats, parce que le freelancing, aujourd'hui, c'est devenu une composante intrinsèque de l'entreprise. Il y a des entreprises qui travaillent avec quasiment la moitié de leurs ressources qui sont des freelances et donc qui ne sont pas gérées au même titre que leurs salariés. Alors, est-ce qu'il y a une question d'avoir un genre différent, etc. C'est un peu complexe parce que, par exemple, dans les grands groupes, il y a énormément de freelances sur des métiers techniques parce qu'ils ont il se trouve que les chiffres, et vos chiffres le montrent, les femmes dans les métiers techniques sont quand même un peu moins représentées. Donc, ça serait quand même problématique de dire il faut avoir une question de genre quand on recherche des ressources qui sont assez moins bien représentées par des femmes. Mais la question, pour moi, elle se pose plutôt différemment sur la problématique de comment une entreprise doit demain gérer ses ressources, qu'elles soient salariées ou freelance.
parce que moi, je prends l'exemple de l'entreprise dans laquelle je suis. Aujourd'hui, on a des salariés, mais on travaille en fait autant avec des freelances qui font partie intégrante de nos équipes, donc ils sont à nos réunions, que ce soit des femmes ou des hommes. La question plus large et celle qu'on se pose notamment dans Sista Diversité, c'est plutôt la question de la diversité des profils, mais pas qu'en termes de genre. Pas qu'en termes de genre, pour moi, il y a une question de diversité ethnique, une question de diversité en termes de handicap, qui sont aujourd'hui, au-delà du genre, des vrais freins quand même, et on ne va pas se leurrer, il suffit d'aller dans certains lieux, et notamment dans le monde de la tech, pour voir de manière très nette qu'il y a très peu de femmes, de plus en plus, heureusement, qu'il y a très peu de personnes en situation de handicap, et que la diversité ethnique est quand même pas encore au niveau. Donc pour moi, c'est plus large qu'un phénomène de genre. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, sur direction des ressources humaines et direction des achats. Ce qui est un peu incroyable aujourd'hui, c'est que c'est des directions qui ne se parlent pas vraiment. C'est-à-dire que c'est complètement dissocié dans les entreprises. Les gens qui décident d'intégrer des freelances n'ont pas le même outil pour les trouver que ceux qui recrutent. Et donc, on assiste, et notamment dans les métiers du numérique et dans les grands groupes, à des salariés qui doivent aller chercher des ressources en freelance par leur achat avec des contraintes de prix, et on voit bien dans vos chiffres que le prix moyen du freelance, il est, je crois, de 400 ou 500 euros en France, il me semble, en TJM. Voilà, et il va aller chercher via les RH du recrutement. Pas du tout les mêmes démarches. Pour autant, c'est les mêmes équipes à la fin, et donc il y a quand même un questionnement de fond que les entreprises doivent se poser pour intégrer, consolider ces différents types de profils qui ne vivent pas les mêmes expériences, parce qu'il y a un profil, comme l'a très bien dit Laetitia, qui est affranchi, en fait, qui est libre d'une certaine manière de ce qu'il fait, quand il y en a un autre qui est salarié et qui a aussi des avantages, parce qu'il bénéficie en tant que salarié d'avantages liés à l'entreprise. Donc, est-ce qu'il y a une question de genre dans tout ça? Franchement, je n'ai pas la réponse. Par contre, il y a un vrai sujet de réintégrer et de considérer que tout ça est un tout, et que l'entreprise de demain doit se penser comme un tout, avec des salariés, des freelances qui vont composer son écosystème. Et moi, je crois que c'est une tendance de fond qui ne va qu'augmenter, parce qu'effectivement, il y a des choix de vie qui font que de plus en plus de gens font ce choix de vie. C'est un choix de vie, votre étude le dit très bien en conclusion d'ailleurs, c'est un choix de vie de devenir freelance, et c'est un choix de vie qui est de plus en plus, je dirais, questionné par les salariés. Voilà. Et Laetitia, qu'en penses-tu? Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais j'ajouterais peut-être que finalement, la grande différence entre la direction des achats et la direction des ressources humaines, c'est que les objectifs de diversité sont mis noir sur blanc quelque part quand on fait du recrutement de salariés. Donc, il y a quelque chose qui est en quelque sorte officialisé, alors que dans la direction des achats, comme on achète des prestations, c'est comme s'il ne s'agissait pas d'humains, et on ne verbalise pas, on ne formalise pas cet objectif. Pour autant, la réalité du terrain, c'est que finalement, quand on fait de la direction des achats, quand on dirige des achats, ou bien quand on est tout simplement un manager qui cherche à compléter quelqu'un, à recruter un freelance dans son équipe, en fait, on fait la même chose. Et dans la réalité, on fait passer des entretiens, on parle avec des gens, on regarde des profils sur une plateforme comme Malte, et on se dit, tiens, tiens, une femme, ça nous fera une femme, on sera content d'avoir une femme pour diversifier un peu notre équipe. Et finalement, dans la réalité concrète du terrain, c'est la même chose, et c'est les mêmes objectifs, même s'ils ne sont pas formalisés de la même manière. Alors, ça va peut-être être plus variable d'un individu à un autre. Il y a des gens qui attachent plus d'importance à cette diversité que d'autres, mais le plus souvent, il y a de la bonne volonté et il y a cette envie effectivement de diversifier l'équipe, donc ça va se faire exactement de la même manière. Et puis alors, côté travailleur, travailleuse, ce qui est intéressant, c'est que souvent, en tant que freelance, on va un peu moins se heurter à un sexisme dit dur, surtout quand on a un certain âge, par exemple 45-50 ans, parce que les recruteurs, même quand ils ne le disent pas, ils ont quand même envie, quand ils recrutent une femme, ils préfèrent une femme jeune parce qu'elle va être plus malléable, plus corvéable, plus soumise en fait, faut le dire quand même cash. On préfère ça chez un salarié parce qu'il y a un lien de subordination, parce que c'est ce qu'on cherche. Et chez un freelance, on le cherche un peu moins. On cherche
davantage la compétence sur une mission parce qu'on est quand même dans un cadre de travail et de collaboration qui est un peu différent. Et donc, c'est quand même une manière de sortir de ce sexisme du recrutement que de chercher finalement à vendre une prestation plutôt qu'à rentrer dans le cadre d'un lien de subordination. Je le dis de manière un peu caricaturale, c'est évidemment plus subtil que ça, mais il y a un peu de ça. Et donc, c'est quand même un moyen de sortir de formes de discrimination qui sont très courantes dans le monde du recrutement. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 5 minutes avant de clôturer cette dernière conférence. Ma prochaine question, peut-être en 1 ou 2 conseils. Comment, justement, les entreprises, les directions des achats et des ressources humaines peuvent prendre en compte ce nouveau modèle de carrière, c'est-à-dire le freelancing pour les femmes, et comment elles peuvent le gérer au sein d'une entreprise? Alors, moi, j'ai l'impression qu'elles commencent à le prendre en compte. En tout cas, j'ai eu la chance, moi, d'avoir un peu tous les cas de figure dans ma carrière. J'ai été freelance, j'ai été dans des grands groupes, j'ai été dans des PME. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'allers-retours dans le monde du travail. Il y a des gens qui peuvent être freelance 2-3 ans, retourner en salariat. Il y a des gens qui vont rester freelance toute leur vie. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, en tout cas, commencent à y aller, commencent à apprécier aussi d'avoir soit en recrutement ce type de profil parce que ça leur permet d'avoir des profils qui se sont très ouverts. On l'a vu tout à l'heure quand on parlait des formations, mais le côté apprenant lié à la liberté du freelancing, c'est une valeur immense dans l'entreprise. Je pense qu'elles le font déjà. Je pense qu'il y a quand même aussi une tendance qu'elles doivent prendre en compte, c'est que maintenant, le monde du salariat et le monde du freelancing sont en train de se rejoindre et on constate de plus en plus de profils qui sont des slasheurs, donc des gens qui sont salariés, parfois à temps plein, qui font du freelancing sur leur temps libre, mais des gens qui négocient des contrats de travail à mi-temps ou au 3/5e pour pouvoir faire du freelance à côté. Ça, c'est des nouveaux modèles. C'est des modèles qui sont plutôt poussés par les travailleurs et les travailleuses. C'est pas l'entreprise, voilà. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a quand même une tendance là-dedans. C'est-à-dire que le slashing, le fait d'être libre d'une certaine manière, d'avoir à la fois une forme de sécurité et à la fois une forme de liberté, parce qu'on n'en a pas, on l'a pas dit, mais le freelancing est beaucoup plus risqué, je dirais, d'un point de vue vie quotidienne, que d'être salarié. On a ses prêts immobiliers moins facilement, on est en incertitude beaucoup plus régulière qu'en tant que salarié, mais aujourd'hui, je dirais qu'il y a un équilibre qui va se créer et qui est en train de se créer, lié aussi au télétravail. Je veux dire, ça nous offre aussi plus de temps qui peut permettre à certaines personnes de faire un peu les deux. Et moi, ce que j'ai trouvé assez étonnant pendant cette année de confinement, qui est quand même un peu particulière, c'est que ce phénomène du slashing ou de salariés qui étaient en chômage partiel, qui se sont testés au freelancing, a un petit peu explosé. Je ne sais pas si ça s'est matérialisé sur Malte, mais en tout cas, pour moi, c'est un peu ça et ces nouveaux modèles de travail auxquels les entreprises doivent se préparer demain. Merci beaucoup, Florence. Laetitia, en quelques mots seulement, parce qu'il nous reste 2 minutes avant la prochaine. Pardon, je vais te parler. Oui, je pense qu'en fait, il va y avoir que le freelancing peut aussi être utilisé comme un moyen d'augmenter la diversité pour les entreprises. À partir du moment où là aussi on le formalise, au lieu d'en faire quelque chose qui était un non-dit, on le formalise, c'est un très très bon moyen d'avoir plus de femmes dans l'équipe parce que avec des possibilités de recruter plus facilement des freelances, on a accès quand même à un vivier plus important et c'est peut-être plus facile comme ça d'avoir des femmes dans l'équipe et puis toutes sortes de diversité. Merci beaucoup. Merci Laetitia, merci Florence, merci à tous et à toutes. Et je vais maintenant repasser la main à Vincent Huguet, cofondateur et CEO de Malte, pour clôturer cette première édition du Talent Economy Summit.